Vous écoutez Il était une voix. Il était une voix, une balade sur les bords de Saône, quai Rambaud, une balade qui débouche sur un skatepark flambant neuf, adossé à un drôle de bâtiment. Quelle est donc cette architecture étrange ? Un château d'eau ? Une centrale électrique ? La tour d'un ancien rempart ? Un phare ? Non, c'est un ancien poste d'aiguillage ferroviaire, le poste d'aiguillage de Lyon-Perrache 1. Et une fois la lourde porte franchie, le lieu conserve une partie de son mystère. Sur 5 niveaux, le visiteur a de quoi être surpris entre les traces de l'ancienne chaufferie, des portes avec une trappe grillagée révélant des dizaines de relais électriques et autres éléments mécaniques, le tout desservi par un escalier en colimaçon. Et enfin, en haut des marches, la cabine, le lieu de vie et de travail des aiguilleurs avec cette imposante machine, le pupitre à poignée que l'on pourrait penser tout droit sorti d'un film de Jean-Pierre Jeunet et qui servait à réguler les trains qui apparaissaient progressivement comme autant de guirlandes lumineuses déployées sur le tableau de contrôle. Cet épisode va nous replonger dans l'univers ferroviaire des années 1950. C'est en tout cas l'ambition du projet lancé en 2018 par Rail et Histoire pour sauvegarder ce lieu désaffecté depuis 2016. Au croisement de la Saône, du Rhône et des collines de l'Ouest lyonnais, c'est un ouvrage exceptionnel d'un point de vue architectural et technique. Il est le vestige d'un chemin de fer révolu, où la mécanique l'emportait sur l'informatique. Aujourd'hui, ce lieu continue d'écrire son histoire. Alors, explorons-le tout de suite avec Olivier Velay, architecte du patrimoine en charge du projet. C'est un poste qui est vraiment assez particulier. Il est très en hauteur, c'est un bâtiment qui a 4 étages, plus un rez-de-chaussée, donc qui se dresse à quand même 28 mètres de haut. Tout simplement parce que la gare de Perrache est déjà elle-même surélevée par rapport à la chaussée de 2 étages. Et comme c'est un poste d'aiguillage relativement important, il faut qu'il y ait une bonne visibilité sur le plan de voie. Donc il dépasse lui-même encore le pont ferroviaire de 2 étages. Donc il totalise à peu près 4 étages. Donc c'est un bâtiment qui est très très haut, assez élancé, qui est vraiment une espèce de phare, une vigie comme ça sur les quais de Saône, puisque le bâtiment a pratiquement les pieds dans la Saône, et accolé à un pont qui est très beau, qui est le viaduc de la Quarantaine. Donc la position est assez emblématique. Et ce qui est intéressant avec le poste d'aiguillage de Lyon-Perrache, c'est qu'en plus il développe beaucoup d'encorbellement. Au rez-de-chaussée, il est très étroit, il fait une vingtaine de mètres carrés au sol, alors qu'au dernier étage, il fait une centaine de mètres carrés. Donc c'est un bâtiment qui se développe en encorbellement, qui a une forme de V, qui le rend relativement atypique et très intriguant. Et au-delà de ça, en plus, il a été soigné par la compagnie du PLM, et il développe un vocabulaire néoclassique d'un point de vue architectural qui est assez curieux dans les années 30, un peu passéiste, un peu rétro déjà, avec beaucoup de volutes, des pilastres, etc. Des choses qui nous renvoient plutôt au 19e siècle, voire même au 18e, et pas du tout aux années 30. Voilà. Mais ça fait son charme aussi, ce petit côté rétro, même neuf. L'association Rail et Histoire copilote depuis 2011, avec SNCF Réseau, un programme de préservation de postes d'aiguillage anciens, nommé Postes Remarquables. Le principe, c'est que pendant que les postes sont encore en fonctionnement, quand c'est le cas, nous, on a déjà un travail en amont, c'est-à-dire qu'on va interviewer les agents, les filmer, donc intervenir dans la cabine pour faire des enregistrements, des prises d'ambiance, des captations, etc. Et puis une fois que le poste est désaffecté, là, on va vraiment déjà sauvegarder les archives, ça c'est le plus important, tout ce qui est consignes roses, documents électriques, schémas, etc. Et puis, dans un second temps, on va s'employer au montage d'un projet de sauvegarde qui peut prendre diverses formes. L'idéal, c'est toujours de conserver l'installation sur place dans sa cabine. Mais parfois, c'est pas possible parce que le bâtiment doit être démoli, par exemple. Donc dans ce cas-là, on va essayer d'organiser le démontage de l'installation et de lui trouver surtout un site d'accueil. Et autour de ce site d'accueil, un projet pour que le poste ne finisse pas dans des caisses oubliées dans un grenier avant un ferraillage accidentel. Les postes d'aiguillage permettent de diriger les trains.
d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Par exemple, en maintenant l'espacement entre les trains pour éviter une collision. Les aiguilleurs remplissent leur mission à l'aide de signaux mécaniques et électriques contrôlés par les postes d'aiguillage. C'est notre projet pilote, c'est le premier poste à véritablement être pris en charge par Rail Histoire. Alors dans les 25, il y en a déjà qui ont été sauvegardés. Par exemple, Dinan qui a été sauvé par l'association les Amis du Rail dinanais, par exemple, qui est dans le musée de la gare. Mais le poste de Lyon-Perrache, c'est vraiment le premier à être pris en charge par Rail Histoire. Et c'est, je pense, d'assez loin le plus gros projet dans les sauvegardes des différents postes qui ont déjà été sauvegardés. Ici, l'objectif du poste, c'est d'envisager sa remise en service simulée. Donc, l'idée, c'est de créer un logiciel informatique qui puisse faire croire aux installations techniques qu'il y a encore des trains qui circulent. Donc, de remettre le poste en service. Tout cela avec, donc en arrière-pensée, évidemment, de faire visiter le poste au public pour les sensibiliser sur la sécurité ferroviaire, comment fonctionne un poste d'aiguillage, à quoi sert un poste d'aiguillage, comment la sécurité est assurée, comment se déroule la vie dans un poste d'aiguillage, qu'est-ce que le métier d'aiguilleur, etc., etc. Donc de parler technique, mais de parler aussi vie dans un poste, agent, etc. Donc de faire de la sensibilisation et de la pédagogie autour d'un des univers du ferroviaire. Mais replongeons maintenant plus de 150 ans en arrière. La gare de Lyon-Perrache est mise en service en 1856 pour réunir en un point central et unique les différentes gares antérieures du secteur. Elle est d'abord une importante gare de passage de l'artère impériale. Ce nom est donné à la ligne Paris-Lyon-Marseille après que Napoléon III l'a empruntée. Mais la configuration du site est telle qu'il lui faut des aménagements particuliers. Le complexe lyonnais, d'une manière générale, est très tôt équipé de postes d'aiguillage, et ce avant même la tête de ligne parisienne. Ainsi, plusieurs postes se succèdent, et le poste que nous explorons aujourd'hui est celui de la 4e génération. Mais arrêtons-nous quelques instants dans les années 1920. Le développement continu du trafic amène la compagnie de chemin de fer à envisager, avant la Première Guerre mondiale, le doublement du pont sur la Saône pour réaliser des manœuvres et procéder au changement de sens des trains. Le projet, retardé par le conflit, est finalement intégré à un remaniement plus vaste de la gare, mené à partir de 1926 et qui s'achève avec la mise en activité complète du poste 1 en 1933. Ces travaux s'accompagnent du remplacement des postes d'aiguillage mécanique antérieurs par des postes à poignées d'itinéraire modernes de technologie Thomson-Houston. Alors le poste 1 de Perrache, donc il a été intégré dès l'origine au programme Poste Remarquable. C'est un poste Thomson-Houston à levée d'itinéraire, donc qui représente cette grande famille des postes du début du XXe siècle, avec d'autres. On a aussi Rennes ou Belfort par exemple qui lui ressemblent un peu, qui sont ses frères. Les années 1950 sont quant à elles des années de modernisation, avec notamment l'électrification du poste 1. Après-guerre, la nécessité de réduire la consommation de charbon débouche sur une politique très volontariste d'électrification. Le poste est alors adapté à la signalisation électrique automatique et les installations techniques modernisées. Peu de grands bouleversements auront lieu par la suite, si ce n'est l'arrivée progressive de l'informatique pour aider à la gestion, mais toujours avec les mêmes éléments techniques dans le poste. Plongeons dès à présent au cœur du poste Lyon-Perrache en activité avec Jean-Luc Bouvier, chef d'équipe sur le poste 1 de Perrache à partir de 1993, qui nous raconte l'ambiance qui régnait alors au sein de l'équipe. Le poste, on disait comment j'ai appris le fonctionnement du poste. Oui, ça me revient en parlant, hein. Comment j'ai appris, mais avec mes aiguilleurs. Ils me disaient, cette nuit, il y a eu une bizarrerie, là, on a tiré l'itinéraire, on en parlait. On sortait les schémas et la consigne rose. C'est le mode d'emploi du poste.
C'est comme quand vous achetez n'importe quoi, une cafetière ou un truc comme ça, on vous donne un mode d'emploi qui dit voilà. Là, c'est une hauteur comme ça, il y a 20 cm de paplard, qui vous décrit, qui vous dit par exemple ce qui se passe quand vous tirez la poignée 48. Le T4 qui vous dit voilà, il faut que tel aiguillage soit dans telle position, tel aiguillage dans telle autre, il faut que telle zone soit libre. Et dans ces cas-là, toc, le carré il s'ouvre. Voilà. C'est une description, ça parle. Et nous, les schémas, en fonction de ce qui est décrit, il y a le schéma qui va avec. Voilà. Donc on sortait les deux. Mon schéma, 5 consignes roses, et on discutait sur le fonctionnement. Et je regardais, tiens, tu me dis ça, fais pas sur mes schémas et tout. Quand vous m'avez dit on va se rencontrer, on va discuter, j'ai repensé au poste. J'ai repensé. Moi, l'émotion que j'ai ici, c'est pas ça, quoi. L'émotion que j'ai, le truc qui me revient, c'est les mecs que j'ai croisés ici. Jackie, Jean-Jacques, enfin, que des gens qui sont partis à la retraite, Freddy, enfin, j'ai plein de noms de mecs qui me sont revenus, quoi. C'était plutôt, enfin, un boulot plutôt sympa, quoi. Enfin, pas emmerdé par ces gens-là, parce qu'on n'avait pas de relation hiérarchique. C'était ensemble, on va faire quelque chose ensemble. Vous voyez, on va faire passer des trains. On a fait passer en 20 ans, j'ai fait passer des milliers de trains. Eux, ils tiraient, et puis moi, je faisais en sorte que ça marche, quoi. Soit là, soit en bas, il y avait un problème, on intervenait, quoi. Le métier s'apprenait sur le tas et la débrouille était la règle. Il suffit de se pencher sur la caisse à outils de l'agent pour s'en rendre compte. La trousse à outils, pour utiliser ça, c'était une trousse pour mettre les crayons. Dedans, je mettais une clé plate de 5 ou 5,5, je sais plus, puis une de 8. Et avec ça, ça y est, pour démonter les machins, enfin j'exagère, mais à peine. Il n'y avait pas besoin de la grosse caisse qui pèse 30 kilos. Hein. J'avais un truc, on en rigolait, c'était du matériel facilement déraillable, l'outillage facilement déraillable. Ça tenait dans la main. Il m'appelait, je passais là-bas, je récupérais les trucs. Mais il n'y avait pas... rien qu'avec une clé de 10, ça y est, on démonte déjà la moitié des verrous. Hein. Non, il y avait pas... Non, et au niveau outillage, c'était quand même très sommaire. Là, hein, je parle bien que de ça. Hein. Dans la galaxie des chemins de fer, l'aiguilleur est un peu à part. Isolé, dans sa cabine au-dessus des voies, il est l'archétype du rouage nécessaire, mais invisible. Lorsque tout se passe bien, l'aiguilleur n'existe pas. Sa présence discrète n'est matérialisée que lorsque les aiguilles se déplacent, sans bruit, ou lorsqu'un signal s'ouvre, se ferme. En 3/8, en binôme ou en trinôme, l'aiguilleur a développé sa propre culture et son propre langage. Ainsi, l'aiguilleur ouvre ou ferme un carré lorsqu'un signal passe au vert ou au rouge. Une machine inaccessible est dite enterrée. Lorsqu'un train est en retard, on dit qu'il se couche. Par exemple, trabouler. Alors en fait, j'ai appris par la suite que c'est un nom du jargon lyonnais. Hein. Trabouler, traboule, veut dire marcher de travers. Et là, ça traboulait, donc alors c'était surtout entre les aiguilleurs, donc moi j'étais là, j'entendais, hein, mais donc après on utilisait les mêmes termes. AP machin, ça traboule. Donc ça voulait dire que arrivé Paris, il allait tout couper pour DG départ Givors. Stock, alors c'était l'itinéraire, je sais plus quoi, AP DG, hop, et donc une fois qu'il traboulait, on ne pouvait pas rien faire sortir de la gare. Enfin, il y avait des termes comme ça. Il est très important de se représenter l'enjeu primordial du poste d'aiguillage dans la chaîne de fonctionnement du train. Et dans ces postes d'aiguillage, l'expérience était fondamentale, notamment en cas de problème, afin de perturber le moins possible le trafic. Il faut comprendre que quand on est ici pendant des années, c'est l'expérience qui compte. C'est pareil, j'étais où, je sais plus où j'étais, on m'appelle, on me dit Jean-Luc, il faut vite que tu rentres au poste, il y a un gros problème. Donc j'arrive ici, plus rien qui passait, j'arrive ici en courant, parce qu'on m'a dit, j'arrive ici en courant, tout l'état-major des aiguilleurs, hein, le big chef de gare, de trucs, ils étaient tous livides, et il y avait donc une sonnerie qui tintait en permanence, et le coin en bas à droite, c'était tout éteint. Donc les mecs, ils m'ont dit, on a fait quelque chose, on ne sait pas ce qui s'est passé. La sonnerie qui teinte, ça veut dire qu'il y a un aiguillage qui déconne. Une aiguille qui est ni à gauche ni à droite. Et ils me disent, mais on ne sait pas quelle aiguille déconne, on ne sait pas un truc. Et ça, c'est un dérangement que j'avais eu quelques temps avant. Enfin, je regarde comme ça, et je leur dis, ça, c'est le balancier numéro 4 qui est ni à droite, ni à gauche, balancier, hein, tu vois ce que c'est. Il est à cheval. Et je descends aussi sec, toc, non, c'était ça. Alors, expérience et beaucoup de chance. Et pour eux, c'était, il s'est passé quelque chose d'énorme. Et ça expliquait tout, enfin, le truc. Balancier à cheval. Je l'appelle, je lui dis, là, je gueule, et je lui dis, il n'y a rien, il n'y a pas de train, non, bouge pas, crac, hop. Je remets d'un côté, je peux à droite ou à gauche, quoi. Je les ai entendus, dis donc, une résurrection. Ouais, c'est bon, touche plus rien, c'est bon, ça marche, on a nos contrôles. Et 10 minutes après, ils remettaient en service.
L'importance des postes d'aiguillage dans le bon fonctionnement du trafic ferroviaire n'est donc plus à démontrer. Mais ce poste 1, maintenant désaffecté, est également le témoin d'une grande histoire technique et technologique. Et c'est pour cela que Rail et Histoire a tout fait pour préserver et mettre en valeur ce vestige du patrimoine ferroviaire français. Les visites permettront au public de comprendre le fonctionnement d'un poste d'aiguillage ainsi que les enjeux environnementaux et sécuritaires du transport ferré. Il pourra également être un outil pédagogique intéressant à destination du personnel SNCF en formation. Pour la patrimonialisation d'un tel site, qui a vocation à être ouvert au public, la question de la période de restitution s'est posée. Fallait-il présenter le poste comme il était au moment de sa fermeture en 2016, au risque de perdre le côté ludique du lieu avec l'omniprésence de l'informatique, ou bien choisir une période antérieure ? Il y avait un intérêt pour la période de l'entre-deux-guerres, mais la faible documentation disponible et l'ampleur des transformations effectuées depuis ne permettaient pas une restitution satisfaisante. Effectivement, l'objectif n'est pas que de remettre les installations techniques en service, mais c'est de recréer une ambiance qui permette au public de s'immerger de manière la plus complète possible. Donc, d'abord, on a choisi de remettre le poste dans un état années 50-60 qui soit plausible. Alors, il y a plusieurs objectifs à cela. C'est d'abord de supprimer tout ce qui est informatique, puisque d'un point de vue pédagogique, l'informatique est assez rarement intéressante. Ça coupe le bénévole de son public. Nous, ça nous oblige à recréer des logiciels, etc. C'est pas très intéressant. On préfère largement le crayon et le papier. Donc déjà, années 50. Et puis ce qui est intéressant aussi avec ces années-là, c'est qu'à Perrache, on avait aussi une partie électrique, une partie vapeur, puisque la partie sud de la ligne n'était pas électrifiée. Donc ça nous permet d'enrichir un peu nos matériels les plus évocateurs. On attire un public un peu différent, des amateurs, etc. Puis ça nous permet aussi de parler de trains de luxe, de trains de nuit, de trains auto-couchettes, de messagerie, de tout ce qui a finalement été tué progressivement, par exemple du fait de la grande vitesse, etc. Donc on va évoquer beaucoup d'univers en choisissant une restitution à l'ancienne. Et à côté de ça, effectivement, l'idée c'est d'enrichir la simulation, donc d'avoir des bandes son des trains qui passent, par exemple, de manière à être dans un environnement le plus plausible et atmosphérique possible, entre guillemets. Ce patrimoine ferroviaire français ne disparaîtra donc pas de notre mémoire collective. Ces innovations qui ont été mises en place pour accompagner le développement et l'essor du chemin de fer, ces êtres humains qui les ont fait exister, ces trains qui nous ont transportés, prennent à nouveau vie grâce à ce projet de préservation du poste 1 de Lyon-Perrache. L'histoire continue de s'écrire. Vous venez d'écouter Il était une voix. Des lieux de voyage devenus des lieux de destination. Un podcast produit par l'association Rail et Histoire et Ground Control. Avec le soutien de la SNCF.